Il est difficile de décrire avec des mots la différence entre le sentiment de son individualité chez un enfant qui commence à marcher et chez ce même enfant pendant la première adolescence. Il y a chez le jeune marcheur une faculté d'expansion naïve, innocente, spontanée, du fait qu'il est encore vraiment un bébé, bien qu'il soit capable de se déplacer. Mais l'enfant, dans sa première adolescence, a perdu cette qualité de naïveté, d'innocence et de spontanéité. Pour lui, la vie n'est plus un sens unique, mais une route à deux voies. Pour la première fois de sa jeune vie, il se heurte à l'intérieur de lui-même à de puissantes tendances contradictoires. Son comportement montre qu'il se demande sans cesse « Hé, où ai-je envie d'aller ? Est-ce que je reviens en arrière pour redevenir un bébé ? Ou est-ce que je vais de l'avant pour devenir un enfant ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux faire ce que mes parents me disent de faire ? Ou bien ce que je veux faire, qui est justement le contraire ? Mais encore, est-ce bien seulement le contraire ? Et qui est donc le « je » qui désire tout cela ? Et qui suis-je en fait ? Un exemple pris chez les grands adolescents peut nous aider à préciser cette attitude typique du jeune enfant de 2 ans. Une lycéenne de 15 ans allait acheter une robe neuve avec sa mère. Elle essaya beaucoup de robes, mais ne semblait pas pouvoir se décider. Finalement, elle se tourna vers sa mère et lui demanda « Laquelle est-ce que je prends ?» La mère lui répondit « Je pense que la bleue fait très bien sur toi. » À quoi la jeune fille répondit sèchement « Oh, maman, tu essaies toujours de m'influencer. » Quelques mois plus tard, alors qu'elles faisaient du shopping ensemble, mais cherchaient cette fois-ci une robe de bal, la jeune fille eut de nouveau des difficultés à se décider et se tourna de nouveau vers sa mère pour lui demander son avis. La mère, avertie par la première expérience, lui répondit « Je suis sûre que tu sauras très bien choisir toi-même. » Et la jeune fille lui répliqua « Oh maman, tu ne veux jamais m'aider quand j'en ai besoin. » La mère fut absolument stupéfaite. Et quand elle me raconta l'histoire, elle s'écria « Je pense que je ne comprendrai jamais les adolescents. » Il est en fait facile, quand on est informé, de comprendre l'attitude apparemment contradictoire de la jeune fille. L'adolescence marque la transition entre l'enfance et l'âge adulte. La première fois, la jeune fille souhaitait surtout être adulte. Aussi, ne voulait-elle pas que sa mère l'aidât ce jour-là à faire son choix. La deuxième fois, elle éprouvait l'envie d'être dépendante, de rester petite fille et désirait cette fois l'aide de sa mère. La première adolescence présente des aspects comparables. La plupart du temps, cet âge est caractérisé par un « laisse maman, j'aime mieux faire cela tout seul ». En certaines occasions, l'enfant refusera l'aide de sa mère pour s'habiller et s'écriera furieux « laisse-moi faire ». En d'autres circonstances, il ne lâchera pas sa mère en déclarant qu'il est un bébé et que maman doit faire pour lui. Comme l'adolescent, l'enfant de 2 ans est ballotté d'avant en arrière, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, entre son désir d'indépendance et son désir de se maintenir dans son infantile dépendance maternelle. Il se montre sous les traits de Monsieur Oui-Non. Pour cette raison, les règles et les limites imposées à l'enfant de 2 ans doivent être souples. C'est une erreur pour les parents d'avoir, avec un enfant de cet âge, des principes trop stricts concernant l'habillement, l'heure du bain, etc. Tout simplement, les règles absolues et rigides ne s'appliquent pas à un enfant à ce stade de développement, tant cet âge est fait de sentiments et d'aspirations complexes. En général, il est très souhaitable que les parents n'appliquent des règles et ne se fixent des limites précises et cohérentes que lorsque l'enfant arrive à l'âge de 3 ans à peu près. Mais entre le 2e et le 3e anniversaire, les parents pourraient avec profit adopter le sage conseil d'Emerson, une logique sotte est le démon des esprits faibles. Donc, la tâche nouvelle assignée à l'enfant pendant ce stade de développement est d'acquérir fermement le sens de son individualité, le sentiment profond de ce qu'il est. Cependant, il doit apprendre en même temps à se conformer à ce que la société, c'est-à-dire surtout les parents à cet âge, attend de lui. Et là, les choses peuvent se gâter de 2 façons. Premièrement, les parents peuvent exercer un contrôle trop strict et imposer une soumission trop grande, et l'enfant peut devenir trop docile. Je pense ici à un garçon que je connais qui n'est jamais passé par le stade d'opposition typique des 2 ans, parce que sa mère ne lui a jamais permis.
Elle l'adressait sans la moindre faiblesse à se montrer passif et obéissant. Elle ne tolérait aucun des élans impulsifs ni des éclats émotifs si caractéristiques de cet âge. Au contraire, elle récompensait son fils chaque fois qu'il se montrait tranquille, passif et gentil. Et ce système a très bien marché, dans la mesure où, loin d'être pour elle une épreuve, ce stade du développement de son enfant fut relativement facile. Mais cela n'a pas si bien marché pour l'enfant. Lorsqu'il entra à la maternelle, la maîtresse remarqua qu'il était craintif, ne jouait pas avec les autres enfants et se montrait renfermé. La mère, semble-t-il, l'avait trop bien entraîné à être passif et tranquille. Et ce comportement risquait d'en faire un adulte timide et manquant d'agressivité, redoutant de se lancer dans la vie et de tenter quoi que ce soit de nouveau. Tous les enfants n'acceptent pas aussi facilement que ce garçon l'excès d'autorité des parents. Par leur nature, certains marmots sont plus coriaces que d'autres. Dans ce cas, l'excès d'autorité se heurtera à la résistance farouche de l'enfant, qui luttera jusqu'au bout plutôt que de céder. Toute la période de la première adolescence devient alors un conflit où s'opposent la volonté des parents et celle de l'enfant. Peu importe qui remporte cette bataille, puisque l'enfant perd à coup sûr tout ce qu'il aurait dû acquérir pendant ce temps. Il se peut aussi qu'en face de l'excès d'autorité, l'enfant paraisse extérieurement se soumettre, alors qu'au fond de lui-même, il réprime son hostilité. Il fait à contre-cœur ce qu'on exige de lui, mais il devient sournois. Chaque fois que l'occasion se présentera, sans être vu, il libérera un peu de son hostilité sur son entourage, cassera un objet, pincera sa sœur ou commettra un acte hostile ou destructeur. Il pourra très bien en grandissant devenir un moraliste vertueux et intolérant, apparemment plein de pieux principes mais au fond de lui-même plein d'animosité. C'est exactement le pharisien décrit par Jésus. Une tombe bien blanche, belle au dehors, mais pleine à l'intérieur d'ossements et de pourriture. Matthieu, chapitre 28, verset 27. À ce stade peut se poser aussi un autre problème, celui de la mère qui a peur d'exercer son autorité. Elle cède à toutes les exigences de l'enfant. Quand il refuse les limites qu'elle lui oppose, elle repousse immédiatement ses limites et c'est l'enfant qui a le dernier mot. Il apparaît bientôt que dans la famille, les rôles sont inversés. C'est l'enfant qui dirige et non plus les parents. Cela aboutit au syndrome du garnement. Ces enfants n'apprennent absolument pas à se conformer à la réalité pendant la première adolescence, ce qui leur créera maintes difficultés quand ils entreront au jardin d'enfants et qu'ils découvriront alors que la maîtresse et les autres enfants exigent un respect élémentaire des règles de la société. Et ils en seront incapables parce que leur mère ne les a pas aidés à apprendre ce respect élémentaire des lois pendant ce stade de la première adolescence. Regardez autour de vous, les adultes que vous connaissez. Je suis sûre que vous connaissez des gens terriblement timides et gênés, ainsi que des gens plus conformistes et soumis que d'autres. On dirait qu'ils ne se permettent jamais de se détendre. Ils sont raides, pointilleux, pleins de préjugés. Il en est d'autres aussi qui sont toujours en opposition. Vous pouvez être certain qu'ils prendront le contre-pied de n'importe quoi. Au sein des clubs et des associations, ce sont toujours eux qui font des histoires. Sur le plan psychologique, il leur faut toujours quelqu'un ou quelque chose à combattre. Or, les adultes trop soumis comme ceux qui s'opposent sans cesse ont été dans la plupart des cas des enfants mal pris au seuil de leur enfance, qui commence généralement par ce stade que nous nommons la première adolescence. Avant de plonger dans le prochain paragraphe qui aborde la notion de discipline, le Dr Dawson nous invite à explorer les chapitres 8 et 9, indispensables pour comprendre pleinement sa vision de ce qu'est réellement la discipline. Dans ma prochaine vidéo, je vous emmènerai à la découverte de ces 2 chapitres fondamentaux qui enrichiront notre compréhension avant de revenir au 4e chapitre consacré à la première adolescence. Alors, à très bientôt!